Merci. Eh bien, bonjour à tous et merci donc à l'association Alice de m'avoir invité à vous présenter un peu ces dispositifs d'assistance du membre supérieur. Donc en effet, du coup, on vous a présenté le dispositif pour le membre inférieur. Là, on passe au membre supérieur, en sachant que mon propos va plutôt s'orienter vers les outils de compensation et pas de rééducation. Donc plutôt des produits qui viennent aider, compenser, assister à la mobilité du membre supérieur. Même si on verra que des fois, il y a des petites réorientations des dispositifs. Donc de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, sur ces Z-technologies du membre supérieur, on distingue, et c'est un peu décrit aussi dans la littérature, deux systèmes, deux grandes familles, on va dire, de systèmes. Les Z-techniques qui utilisent donc le système de compensation, du coup, qui vont venir aider au mouvement, donc ce qui veut dire une certaine présence d'une mobilité au membre supérieur. Et une autre famille qui vont venir substituer, c'est-à-dire que globalement, le mouvement n'est plus possible, et c'est l'aide technologique qui va prendre en charge en fait toute cette mobilité. Dans les systèmes de compensation, deux sous-familles, si on peut dire comme ça, qu'on présente. Donc les aides techniques qui sont plutôt dynamiques passives. Donc on va considérer, si on veut dire de manière un peu plus simple, ce sont des systèmes mécaniques, donc qui vont être actionnés par des systèmes de ressorts, crémaillères, etc., pour aider au mouvement. Et puis des aides techniques qui sont considérées actives. Grosso modo, ce sont des aides techniques qui sont motorisées avec un système de moteur actionné par l'utilisateur. Donc chacun des systèmes s'oriente vers forcément des possibilités motrices existantes différentes, et chacun a des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Sur les appareils de substitution, deux grandes familles, de la même façon. Celles qu'on appelle un petit peu les dispositifs monotâches, donc c'est-à-dire des dispositifs de substitution ciblés pour une aide de vie quotidienne précise. Donc principalement, on va en parler, c'est les robots d'aide au repas, par exemple. Et puis, on a des dispositifs de substitution qu'on considère pluritâches, complètes, et ce sont les bras robotisés. Donc si on fait tout d'abord un focus sur cette première catégorie, donc sur ces aides techniques dynamiques passives, eh bien voici un petit peu les éléments qui existent. Alors je vous rassure ou pas, globalement ce qui est présenté est à peu près exhaustif, parce qu'on est quand même sur une niche d'aide technique. Donc il n'en existe pas... il n'y a pas un nombre très important, en tout cas dans le monde. Donc globalement, ici, je vous ai mis en vert, ce sont les dispositifs qui sont disponibles en France, qui sont du coup commercialisés. Les Dero, le Dowing et le Pura. Et les trois autres ne sont pas disponibles. Bon, l'Ifloat, il a été disponible à un moment, mais il a disparu de la commercialisation parce que la société a coulé. Mais les autres sont disponibles dans le monde, mais pas actuellement en France. Donc grosso modo, vous avez, si on résume, toutes les aides techniques que je vous présente sont distribuées en France par deux distributeurs, dont certains sont là, peut-être les deux, je ne sais plus, Véronique, elle n'est pas là. Bon. En tout cas, donc c'est la société Créé, qui est du coup sur Lyon, et qui, ici, importe donc le Dowing. Et puis la société Ergodiffusion sur Rennes, qui diffuse les Dero et le Pura sur cette catégorie-là. D'accord ? Alors bien sûr, ils sont situés à Lyon et à Rennes, mais ils diffusent sur tout le territoire national, je vous rassure. Donc si on prend un petit peu le principe de ces outils, Edero, Pura et Dowing, ils fonctionnent de la même façon. Grosso modo, ce sont des systèmes qui sont antigravitaires. Alors peut-être, je vais reprendre là-dessus parce qu'on les voit un petit peu mieux. Oups, pardon. Voilà. Donc ce sont des systèmes antigravitaires. Donc vous voyez, là, il y a des supports antébrachals. Donc la personne met le bras dedans. Et puis, par des systèmes de ressort ou de crémaillère ici, donc là, il y a un sorte de ressort on peut régler l'assistance.
eh bien, ça va aider la personne à monter le bras, donc à lutter contre la pesanteur, et du coup, ça va aider à supporter le poids du bras, et donc aider à une motricité donc, du coup existante. Les trois fonctionnent c'est le même principe pour les trois. La différence, c'est que là, du coup, le support anti-gravitaire est fait par un système de motorisation de moteur un petit peu plus passive, et là, on a des systèmes de crémaillère ressort, ce qui nécessite quand même une certaine mobilité présente, d'accord ? Il faut une certaine mobilité qui est encore latente, mais qui n'est pas suffisante, par exemple, pour monter contre la pesanteur et avoir un champ exploratoire possible. Mais il faut quand même pouvoir bouger. Ces supports-là peuvent se fixer à la fois sur le fauteuil, mais aussi sur, par exemple, une table, si jamais il y a besoin, sur une chaise, éventuellement. Et puis, on va avoir des différences notables. Alors, forcément, vous avez remarqué ça, une différence notable sur le prix. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a aussi sur des différentes possibilités. Ici, on a un champ exploratoire qui est un peu plus quand même important par le dowing. Vous voyez, il y a plus d'articulations et c'est beaucoup plus, elles sont beaucoup plus longues. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans l'espace que les déros sur lesquels on est quand même contraint sur un champ exploratoire un peu plus comment dire, restreint. Là, il y a un petit peu les caractéristiques techniques, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, globalement. Donc, le soutien, ça élimine la force de gravité. Ça permet du coup de pouvoir aller explorer des champs de l'espace. Ça nécessite quand même une motricité latente, etc. L'inconvénient de ces systèmes-là, c'est vous donner de l'assistance pour pouvoir monter le bras, donc pour pouvoir explorer l'espace, on est bien sûr, donc il y a un système de ressort qui permet de le faire. L'inconvénient, c'est que plus vous allez donner de l'assistance à la montée dans l'espace, plus ça va nécessiter de la force pour pouvoir redescendre la main à plat sur la table. Donc il y a un compromis à trouver entre l'aide à l'assistance pour pouvoir monter sur l'exploration et pour pouvoir revenir en fait à une position initiale. Donc ça, c'est le premier... du coup, peut-être inconvénient, on va dire. Les compensations, elles sont assez importantes, hein, ça soulève largement du coup, un membre supérieur. Et il me semblait que je voulais vous dire autre chose que j'ai perdu au fil du temps. Voilà, je me suis perdu. Grosso modo, donc, on aide à l'assistance, nécessité de motricité, attention à la redescente, et puis à peu près compatible après sur tous les modèles. Si on attaque après sur les systèmes... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que globalement, ces outils-là aident à pouvoir aller prendre des objets. On augmente cette partie-là. On disait que c'était plutôt de la compensation, mais en pratique, on se rend compte qu'il y a quand même certaines personnes qui l'utilisent aussi, on va dire... en activité physique légère ou même en rééducation chez eux, en fait, du coup. C'est le plaisir de pouvoir rebouger à nouveau, en fait, plutôt que toujours demander de l'aide pour pouvoir déplacer un bras, etc. Et on a des personnes, enfin j'ai des personnes en tout cas qui me font des fois le retour que rien que le fait de pouvoir bouger en permanence ou quand elles le souhaitent, c'est quelque chose qui déjà est plaisant pour eux et qui permettent une impression d'activité un peu physique du coup sur les membres supérieurs, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Et juste pour revenir sur les prix, les déros étant le moins cher et le dowing le plus cher à peu près de la catégorie. Si on passe maintenant sur les aides techniques qui sont un petit peu actives, donc là on fait appel à de la motorisation, même topo, on est sur un champ restreint d'aides techniques, donc peu d'outils disponibles. De la même façon, la même présentation, hein, envers les outils qui sont disponibles en France, enfin commercialisés en France, et les autres qui ne sont pas. Donc globalement, on a Going chez Créé, donc à Lyon, le NAS, l'Elemento et le Salvum chez Ergodiffusion. Ces systèmes-là donc, fonctionnent de manière un petit peu différente. On met toujours le bras dans une gouttière ici, hein. Donc chacun a sa gouttière qui est plus ou moins personnalisée, plus ou moins aidante et tout ça.
Là, on n'est pas obligé d'avoir une motricité du coup résiduelle, puisqu'en fait, tous les mouvements se font par des systèmes de moteurs qui sont... il y a plusieurs axes de liberté hein, qui permettent à la fois l'avancée du système vers l'avant, la montée du bras et puis certaines rotations pour certains. Le tout, donc, pas besoin de motricité, donc ça nous permet quand même de bouger. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir contrôler les moteurs. Et aujourd'hui, la commande, elle est, on va dire, un peu exclusive, si on peut dire ça comme ça, puisqu'en fait, c'est à partir d'une télécommande qui a plusieurs boutons ou de contacteurs qui sont posés de manière contralatérale. C'est-à-dire que pour pouvoir bouger à droite, il faut que je puisse contrôler à gauche. Parce que je ne peux pas contrôler mes boutons si mon bras il part dans tous les sens, etc. Du coup, ça nécessite quand même une motricité peut-être pas forcément existante d'un côté, mais au moins d'un autre côté pour pouvoir piloter le système. Donc là, il y a quand même une limite forte sur l'utilisation, en tout cas, de ces outils en termes de commande, mais du coup, ça permet de bouger. Pareil, on arrive, et là, vous le remarquez aussi bien que moi, sur des différences de bruit qui sont assez énormes. Le moins cher, on arrive, je crois que c'est l'Elemento, ou entre l'Elemento et le NAS, on ne doit pas être très loin. Et le plus cher, on arrive sur le Going. Ça se joue globalement sur des différences optionnelles. Donc, par exemple, le Salvum, on peut, par exemple, fonctionner par option, c'est-à-dire par fonctionnalité, si on peut monter le bras, pouvoir le bloquer, etc. Le libérer. Le Going, lui, ne propose pas d'options, mais enfin, il les inclut tous dedans, donc c'est un full option, si on peut dire ça comme ça. Et c'est aussi pour ça que c'est le plus cher. Après, ça se joue surtout sur la fluidité de mouvement occasionnée par les moteurs et le bruit, parce que les moteurs, quand même, occasionnent pas mal de bruit. Et on voit bien qu'il y a une différence de bruit autour du Salvum et du Going. Et c'est vrai que le retour, quand même, quand on a les moteurs qui tournent en permanence pendant la journée, des fois, on apprécie que ça soit un peu plus silencieux. Donc, globalement, c'est pareil. Alors, ce diapo, on pourra le diffuser. C'est pas un problème. Hein. De toute façon, il est présent. Ces informations, elles sont présentes sur différents autres sites aussi, dont je pourrais vous donner les coordonnées. On arrive à peu près sur les mêmes types de fonctionnalités. Hein. Ça peut se fixer à la fois, donc ça peut être sur support, donc ça peut être fixé devant une table. Mais ça peut être aussi installé sur le fauteuil roulant électrique. Dans ce cas-là, sur les systèmes moteurs, en fait, c'est pris sur l'alimentation de la batterie, qui a une consommation, on va dire, négligeable, en tout cas, sur le système. Et donc, le système prend la place d'un accoudoir. En termes de compensation, au niveau poids, on est largement aussi à un peu moins de 5 kg, mais qui permet de pouvoir compenser sans trop de difficultés. Et de la même façon, alors il y a certains systèmes qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre, d'autres systèmes sur lesquels il faut choisir si on veut déjà un côté droit ou un côté gauche à la commande. Et grosso modo, on est à peu près sur les mêmes choses. Je ne l'ai pas précisé, mais quand même tous les outils ça date adulte-enfant. Hein. Enfin, au niveau des gouttières, il y a tout à fait des possibilités d'adaptation. Un petit focus rapidement sur une nouveauté. Alors pourquoi? Parce que celui-là, je ne voulais pas présenter. J'ai voulu faire une dia un peu spécifique. Parce que tout simplement, c'est le seul outil de compensation qui est industrialisé en France. Donc c'est quand même le coup de le préciser, par une société qui se situe à Nantes, qui est Orthopus. Et puis on est sur leur premier produit, parce qu'ils en ont 2 en développement actuel. Il est un peu à part parce qu'il est un peu hybride en fait. Donc le supporter, il se veut un système antigravitaire, hein, comme l'autre, avec un support donc, de bras. Donc, le principe reste le même, on peut l'installer sur le fauteuil, on peut l'installer sur une table. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est hybride dans le sens mécanique. En fait, son asservissement mécanique est fait par des motorisations quand même. Donc on a une possibilité de pouvoir le laisser en mécanique, et donc si on a une motricité résiduelle,
de pouvoir avoir cette assistance antigravitaire du fait, des moteurs en mode passif, et donc du coup il n'y a pas de souci. Mais si on le souhaite, sans changer de produit, on peut l'électrifier et le motoriser avec du coup une possibilité de contrôler hauteur et descente en version électrique avec des contacteurs. Donc on a un produit qu'on pourrait dire un peu évolutif par rapport, ou qui peut, on va dire, s'adapter à une certaine fatigabilité de la personne du coup dans le temps. Donc on a quelque chose d'assez, à mon sens, qui est assez intéressant, surtout qu'en termes de gamme de prix, il se positionne quand même de manière plutôt très bien. Voilà, et ils ont un autre produit full électrique qui est en train d'arriver là actuellement. Là, il se positionne à 5000 à peu près. Donc on n'est pas au prix de l'Edero, on est d'accord, mais globalement, pour un modèle hybride, on se positionne quand même plutôt pas mal. Sur les dispositifs maintenant de ZTX ciblés monotâches, on attaque les aides au repas. Donc là, de la même façon, même topo, 4 produits à peu près, dont 2 en France, qui est le Hobby et le knitteur électrique. Donc là, le principe, eh bien, tout simplement, c'est assez simple. Une assiette ici pour le knitteur, 4 assiettes pour le Hobby. Ça nécessite d'avoir du coup un système, donc du coup le repas qui est préparé dans l'assiette. Et la personne va pouvoir déclencher en fait à l'aide d'un contacteur, donc celle qui déclenche quand même le mouvement d'amener la cuillère du coup à la bouche, pardon. Et du coup, donc il y a un réglage préalable qui doit être fait. La personne est devant, par exemple, l'outil. On règle la distance du coup à la bouche, donc de manière passive par une tierce personne. Et une fois que ce réglage est fait, eh bien le robot se charge de tout. C'est-à-dire que la personne va déclencher l'opération, le robot va venir chercher l'alimentation ici et va ramener du coup l'aliment du coup à la bouche. C'est plutôt pas mal fait. La cuillère racle dans les bords, l'assiette tourne, donc on récupère bien tous les différents éléments. Alors, on est d'accord, il y a des éléments, des aliments qui sont forcément un peu plus tendus à manger que d'autres, mais pour avoir fait pas mal d'expériences, ça fonctionne plutôt pas mal. Hobby et knitteur électrique, grosso modo, ils sont... alors, tous les deux, là, ils se sont alignés, ils sont au même prix, ils sont à 8000. Donc là, du coup, il n'y a plus de débat. C'est plutôt une question de politique un peu différente. Le knitteur électrique, ils ont considéré qu'une seule assiette suffisait. Le Hobby, ils ont fait le principe de 4 assiettes. Certaines personnes, ça dérange d'avoir 4 assiettes parce que ça fait un peu plus, je sais pas, ça fait moins repas, moins gadget, a priori psychologiquement. Mais néanmoins, ça permet, l'avantage de ça, de pouvoir mettre, par exemple, l'entrée, plat, dessert, d'avoir tout le plat, le repas préparé, alors que l'autre, il faut changer en fait à chaque fois. Donc là, la personne elle est autonome du début jusqu'à la fin, ou de mettre éventuellement viande, légumes, et de pouvoir jongler un petit peu comme on veut, avec, contrairement à celle-ci. Donc avantage, inconvénient autour de ça, moins de réglages, système plus simple ici, beaucoup plus de réglages ici, mais du coup une complexité un peu plus importante. Là j'ai tout dit, donc je vais passer. Les aides techniques, on va dire substitution complète. Du coup, là, on arrive sur les systèmes robotisés, pluritâches. Donc là, c'est pareil, 2 en France, dans les systèmes de compensation. On n'est pas sur les robotiques de rééducation, attention, parce qu'il y en a beaucoup plus de ce côté-là. Là, on est vraiment sur le côté de la compensation. Un seul, du coup, diffusé du coup, en France par aérodiffusion. Donc là, c'est un robot, qui est le robot Jaco, qui est un robot canadien de la société Kinova. On a de la même façon une épaule globalement, un coude, une pronosupination, une main à 2 ou 3 doigts. Et là, la personne peut contrôler à partir d'un joystick donc ce robot pour aller chercher des objets, ramener les objets, etc. Ce robot, il peut être installé sur le fauteuil roulant électrique. La commande du joystick est soit une commande indépendante, mais maintenant, la commande peut être intégrée directement sur le joystick du fauteuil roulant électrique, que ce soit sur AirNet ou InVaker ou QLogic,
Non, les 3 sont possibles. Et du coup, alimenté par la batterie du fauteuil, bien évidemment. Et ça permet du coup de faire différentes gestes de la vie quotidienne. Donc là, on voit un geste de boire quelque chose, mais il y a certainement qui l'utilisent pour se gratter. J'ai une patiente qui l'utilise pour se mettre du mascara, parce que si on arrive à avoir un niveau d'expertise assez important, en tout cas, tout est ouvert, en tout cas sur l'utilisation. On est sur un prix ici à 60 000 € après. Monté sur le fauteuil. Donc, sur les évaluations, pourquoi, comment et du coup présenter les différents systèmes, c'est déjà, il y a plusieurs évaluations qu'on utilise à la fois pour la préconisation de ces aides techniques et puis pour évaluer ces aides techniques-là. Donc, sur la préconisation des aides techniques, on 3 grands champs d'évaluation, principalement. L'évaluation de la personne, il faut voir si, par exemple, au niveau de ses capacités, en effet, est-ce qu'il y a encore des capacités qui sont possibles? Est-ce qu'on n'a pas de troubles articulaires ou d'hypertonie qui pourraient, du coup, empêcher l'utilisation des différents systèmes? Et puis, les évaluations un peu de l'usage, des habitudes de vie, c'est-à-dire, du coup, si on veut utiliser ces différents systèmes, c'est pour en faire quoi et dans quel objectif? Et puis bien sûr les évaluations environnementales, mais ça le professeur Pellas en a déjà parlé, en effet, il faut aussi voir dans quel environnement on progresse pour savoir du coup si c'est compatible et si du coup on va pouvoir les utiliser. Donc sur l'évaluation de la personne, je ne sais pas, j'ai encore un peu de temps ou pas? J'ai pas 4 minutes, on va accélérer un petit peu du coup. Donc les différentes évaluations, globalement, on va passer un petit peu. L'idée, c'est surtout de s'orienter vers l'usage, en tout cas, de ce dont on veut en faire, en fait, globalement. Donc ça passe par le scénario d'une journée type. On essaie de voir un petit peu ce que la personne souhaite en faire et pour quelle activité de vie quotidienne elle voudrait en faire. Donc ce sont vraiment des évaluations multimodales. Bon, ça, je passe un petit peu tout ça. Pour surtout arriver peut-être un petit peu sur ce principe-là dans la littérature. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même peu d'études qui ont développé, ou se sont intéressées en tout cas à ces types de dispositifs. Mais on retrouve quand même certaines revues, et c'est peut-être ici la plus intéressante, qui est une revue de la littérature. Alors, elle s'intéresse principalement aux personnes neuromusculaires, qui sont des personnes qui sont intéressés vraiment par ces dispositifs-là, mais donc ils sont peut-être les plus nombreux, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont représentés dans ces études-là. Mais on montre quand même que ces supports de bras augmentent la performance dans les activités de vie quotidienne et qu'on fait quand même beaucoup plus de choses. Alors pourquoi c'est important de pouvoir du coup revenir sur ces différentes études et sur les améliorations de la performance dans les activités de vie quotidienne? C'est que eh bien, pour pouvoir demander des remboursements en fait, de ces types de dispositifs-là, il faut pouvoir amener en fait, des effets de preuve dans la littérature, en tout cas dans un premier temps auprès de l'HAS. Et juste pour vous conclure un petit peu autour de ça, aujourd'hui, il y a 2 produits qui ont déposé en fait, leur modalité. Le premier, c'est le Going, là, qui a eu son accord de remboursement Sécu aujourd'hui et sur lequel on est en train plus ou moins d'attendre en fait les modalités de remboursement. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. A priori on partirait quand même sur un remboursement global, total pardon. Et récemment le JACO vient de déposer aussi son dossier qui est en cours d'évaluation auprès d'HAS pour du coup des demandes de remboursement. De la même façon, Orthopus, pour le supporter, est en train de prendre la suite, etc. etc. Donc on voit qu'aujourd'hui, là, il y a un changement qui est en train de s'opérer autour de ces dispositifs-là, qui étaient pour l'instant pas financés ou peu finançables, en tout cas par la MDPH, et qui sont en train de passer dans le droit commun actuellement. Donc peut-être dans 1 an ou 2 ans, on aura du coup peut-être des bonnes surprises de ce côté-là. Je pense que j'ai écoulé mes 4 minutes. Merci à vous.
Merci beaucoup. J'ai oublié de signaler que Samuel est directeur d'une unité de recherche et professeur à la PHP associé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, comme on connaît les MDPH, c'est très variable. C'est très, très dépendant. En fait, si je peux aller jusqu'au bout, par exemple, on a eu un exemple de MDPH qui l'a pris en totalité. On a cru à une erreur de virgule à un moment, enfin, franchement, mais on n'a pas cherché à fouiller plus loin. On a laissé comme ça. Et puis, il y a d'autres MPH qui sont restés un petit peu sur, on va dire, des remboursements très classiques. Alors, c'était avant le dossier. J'ai pas eu de dossier là depuis le changement au niveau de la prestation de compensation, mais globalement, on était à 10 000, quoi. Enfin, voilà. Donc, on a des grosses variations qui sont présentes, et c'est sûr, et qui reflètent de toute façon un peu la disparité, malheureusement, de la prise en charge autour de ça. Après, de la même façon, enfin, je modère un petit peu mon propos, parce que du coup, je suis enregistré, donc je fais attention. Sur le fait qu'il y a un remboursement sécu et tout ça, il ne faut pas non plus croire que c'est une panacée, parce qu'il y a le montant aussi à côté. Donc s'ils disent oui, c'est remboursé, mais finalement ils nous fixent un montant à 1 000 €, finalement ça ne changera pas forcément énormément de choses. Donc il y a vraiment 2 étapes. Un, l'accord de remboursement, et surtout les modalités derrière, savoir à quel montant ça va vraiment être remboursé, quoi. Mais ce débat-là, on l'aura après aussi sur d'autres dispositifs. Alors, cet après-midi aussi, quoi. Comme tu l'as dit, les questions, on est vu à distance. Tu avais répondu à la question combien ça coûte, et il n'y a pas franchement de. Est-ce que c'est remboursé? Il n'y a pas franchement de tarif ou de réponse claire à cela. Je pense qu'on est déjà un peu en retard, je suis désolé. Je vous invite à faire la pause, à aller regarder les exposants. C'est grâce à eux qu'on peut être là, et surtout la société Antidynamique, qui a une voiture qui est à l'extérieur et qui est adaptée et visitable pour ceux qui sont intéressés par ce genre de solution. Merci. Merci. Juste, allez-y. Je réponds à une question que vous avez peut-être posée, qui est posée sur le chat. Où on peut obtenir une liste des centres qui ont des exosquelettes. Il n'y a pas de liste à ma connaissance. Par contre, vu la circulaire qui a été faite, à peu près tous les centres de rééducation neurologique ont maintenant soit exosquelette de marche libre, soit un système end effector, soit un locomate évolué. C'est-à-dire que normalement, ça va se terminer dans l'année, mais en 1 ou 2 ans, les modalités dont je vous ai parlé, c'est à raison de 2 exosquelettes par département. C'est-à-dire que ces facilités peuvent être obtenues jusqu'à 2 exos par département. Donc si un département, il y en a 2, voilà, il n'y en aura pas 5. Et s'il y en a un, il y en aura un deuxième dans l'année, parce que tout le monde est intéressé. Donc normalement, dans tous les départements, il devrait y avoir 1 ou 2 exos dans l'année. Il suffit de demander au centre CHU ou gros centre de rééducation neurologique du coin, et ils vous répondront. On reprend à 45.